Salut les élèves, aujourd'hui on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. On va commencer avec les causes de la guerre et jusqu'à la fin on va parler à propos de la vie en Canada à ce temps-là. Les causes de la guerre. Donc, comme on a dit la semaine passée, on a parlé du traité de Versailles qui est vraiment l'accord qui a terminé la Première Guerre mondiale. On a dit que il y a beaucoup des choses qui sont vraiment punissantes sur l'Allemagne. En Allemagne, elle a rendu la situation économique impossible. Donc, ils ont dû imprimer plus d'argent du papier, plus des billets d'argent pour payer leurs dettes. Mais chaque fois qu'ils ont fait ça, le niveau de leur monnaie a vraiment euh, okay, we'll start again here. Ça rendait la situation économique de l'Allemagne impossible et parce qu'ils n'ont pas assez d'argent comme le gouvernement. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont imprimé plus et plus d'argent, plus des billets de la monnaie pour donner à la France et les autres pays pour payer leurs dettes. Mais avec ça, tout des temps que tu imprimes plus d'argent, votre dollar, en comparaison à les autres, c'est plus et plus moins. Donc, ça veut dire que ils ont donné comme 10 millions de dollars en papier, mais à ce temps-là, leurs 10 millions, c'est comme plus que 8 millions. Donc, chaque fois qu'ils ont fait ça, ils ont vraiment détruit leur économie. Donc, l'ensemble du pays est dans une pauvreté extrême depuis 1918. La deuxième cause de la guerre, c'est bien sûr Adolf Hitler. Il a été le chancellor d'Allemagne depuis 1933. Il a gagné avec seulement un tiers de la vote. C'est pas comme une majorité, c'est une minorité. Mais il a changé des règles de le Parlement d'Allemagne pour qu'il puisse rester le chancellor pour tous les jours. Il a été un soldat pendant la Première Guerre mondiale, mais il a presque rien fait. Elle essaie d'être une peintre, mais c'est une carrière aussi un échec. Euh, et lui, il part toujours que c'est vraiment la perte de la Première Guerre mondiale, puis the embarrassment of the Treaty of Versailles. C'est vraiment une humiliation de l'Allemagne par les Juifs. Et c'est facile à ce temps-là parce que des personnes spécialement en Allemagne et la France, ils n'aiment pas les Juifs. Les Juifs sont des personnes qui n'ont pas vraiment une pays, une nation. C'est juste des personnes qui sont dans tous des nations dans l'Europe. Euh, Ce sont toujours comme des outsiders, donc c'est vraiment facile pour lui, pour dire des personnes allemandes, que des personnes-là sont du trouble. En 1925, même en prison, il a publié un livre, Mein Kampf. En anglais ou en français, c'est Mon défi ou My Struggle. Et c'est un livre qui dit que la seule raison que l'Allemagne, c'est pas la pouvoir international qu'il a été, c'est parce que des personnes l'ont déçu, même les Juifs. Et ici, ça c'est le nouveau drapeau, c'est la partie nationaliste socialiste. Ça veut dire que c'est le swastique, bien sûr. Et ils l'ont adopté après qu'il a gagné en 1933. Euh, Dans notre leçon sur les hommes forts, on a parlé aussi de Joseph Stalin puis Benito Mussolini. Et c'est vraiment à cause de la grande crise, de la grande dépression, qu'on a eu une montée des nouvelles idées. Le totalitarisme, c'est des personnes qui veulent croire dans le pouvoir absolu de l'État. Ça veut dire que l'État a le pouvoir de faire n'importe quoi à n'importe qui de leurs citoyens. Le communisme, on a voir en Russie. Le communisme, c'est l'idée que tout le monde doit partager dans la bonté de la pays. Le fascisme, ça veut dire que c'est vraiment comme une chef fort. C'est aussi excuse,
une chef qui est vraiment comme le dirigeant d'un culte. C'est comme les personnes l'ont aimé plus qu'ils ont aimé comme la parti ou les idées. C'est l'idée que c'est ces personnes-là, des fascistes, qui ont ont le pouvoir absolu. Et c'est des personnes comme ça qui ont vraiment comme des images dans toutes les maisons des personnes. Puis aussi le nazisme, c'est vraiment l'idée que le monde s'appartienne des personnes blancs et aussi des personnes blancs qui sont venues des propres pays en Europe. Donc ça veut dire que il y a des personnes qui sont moins que des personnes et on doit faire un nettoyage de la race humaine. La quatrième cause de la guerre, c'est la politique d'apaisement. Appeasement, c'est un mot en anglais que probablement tu ne sais pas. Ça veut dire que je vais vous donner quelque chose petit pour que tu ne me pousses pas pour quelque chose de plus grand. Donc, c'est encouragé par la Société des Nations, l'organisation qui soit faite après la Première Guerre mondiale pour qu'il peut éviter des guerres dans le futur, dans l'avenir. Et ils ont dit, OK, Hitler, on va vous donner des petits terrains pour que on fait pas notre guerre. Parce que personne dans l'Ouest ne voulait une autre guerre. Sauf que Allemagne puis Italie, parce que les deux pays ont se senti qu'ils ont été trichés durant les Premières Guerres mondiales. Ils n'ont pas gagné assez de respect. Ils ont dû payer trop. Donc, oui, c'est pour la politique d'apaisement, dans le cas de l'Autriche, excuse, euh, il a dit que Hitler a fait l'argument que ben les Autrichiens ils parlent l'allemand, ils ont la même culture que nous. Il y a beaucoup de personnes là qui sont vraiment des Allemands. On doit se réunir nous deux. Et ils ont dit like, c'est contre les règles du traité de Versailles. Et bien sûr, c'est un problème pour le reste de la monde parce que il veut pas que l'Allemagne soit plus puissant sous le contrôle d'Adolf Hitler. Mais ils ont dit, OK, on va vous donner ça parce qu'on veut éviter une autre guerre. Et bien sûr, s'il y a une autre guerre, Autriche sera sur le même côté qu'Allemagne. Donc pour l'Ouest, c'est pas une grande perte. Il y a une idée que on a besoin en Allemagne, on a besoin de plus de Lebensraum, living room. On a besoin de plus de territoire parce que nous sommes la race suprême des êtres humains et avec ça, on a besoin de plus d'une portion d'Europe. Donc, l'Allemagne, le pays, comme géographiquement, est ruiné par le traité de Versailles. Donc, Hitler est monté au pouvoir en promettant aux Allemands, aux des personnes, de se débarrasser de ce traité. Grâce à Hitler, l'Allemagne a s'amélioré économiquement, et était plus stable politiquement. Parce que, au lieu d'utiliser des machins et des choses qui sont comme des nouvelles technologies à cette ère-là, il a dit, OK, on doit faire une autoroute ici, de l'Autobahn, et je peux donner des emplois à 100 gars avec des machines. Ben non. Je peux donner des emplois à 1000 gars avec des pics, with shovels. Donc, il a fait ça. Il a dépensé l'argent de l'État pour faire des choses de l'infrastructure. Et il a dit, OK, je veux faire beaucoup des emplois et je m'en fous de la coûte. I don't care what it costs. L'autre chose qu'il a fait, il est venu chez le chef de Volkswagen. Et il a dit, tu dois me faire un automobile pour $200 par personne. Excuse, pour $1000. $1000 par personne. Ils ont dit, ben, on peut pas le faire aussi moins cher que ça.
on doit faire des profits, on doit penser de ça et ça. Donc, il a mis son pistolet sur la pupitre, le gars, il a dit, OK, tu vas me faire un auto pour $1,000 par personne. Et l'État va vous donner tous des contrats. Et le gars l'a accepté. Et c'est juste un autre exemple de comment Hitler a vraiment changé l'économie de l'Allemagne et comment il a amélioré vraiment les vies des citoyennes euh, allemandes, excuse. Euh, c'est vraiment intéressant de le regarder parce que tout le monde pense que Hitler est comme the epitome of evil. Mais vraiment, lui, il a changé l'économie d'Allemagne overnight. Et il y a des personnes qui ont vraiment les respecté pour ça. Et il a gagné même des prix pour ça parce que à ce temps-là, il y a beaucoup de pays qui sont encore dans la Grande Dépression après l'Allemagne. Et euh, ils ont voulu regarder la manière qu'ils se gouvernent euh, pour le copier vraiment. Alright. En 1935, Hitler a commencé la conscription allemande, même si c'est contre le traité de Versailles. À ce temps-là, ils ont vraiment cherché des exceptions de la traité, et c'est pas vraiment aussi punissant qu'avant. Mais il a dit continuellement que c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, mais vraiment, euh, le traité de Versailles à ce temps-là n'ont pas aussi des dents, didn't have as much teeth contre les Allemands parce que des personnes ont cherché des exceptions et des exceptions pour ça. Euh, à ce temps-là, on n'a pas tout un téléphone cellulaire, on n'a pas de l'internet pour regarder à la vérité. Donc, si des personnes comme Hitler qui sont aussi puissants, qui sont des beaux orateurs, peuvent te parler de ça, tu vas les croire parce que tu sais pas comment chercher la vérité. Il reconstruit l'armée de l'air, il le nommait le Luftwaffe, et il reconstruit assez de navires pour avoir une armée marine. Donc ça veut dire que depuis 1935, ils ont été prêts vraiment pour une guerre. Ils ont commencé à chercher des armées, la puissance militaire encore. Ici sont des personnages importants. Lui ici, c'est Benito Mussolini. C'est lui le fasciste, le chef de l'Italie. Ça, c'est William Lyon Mackenzie King. Il est notre premier ministre durant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est Neville Chamberlain. On va lui parler dans quelques minutes. Il était la première ministre de la Grande-Bretagne au début de la guerre. Ici, c'est Joseph Stalin. On a parlé de lui. C'est lui le dirigeant de l'URSS. Ici, c'est Emperor Hirohito. C'est lui le dirigeant de Japon. Il est jeune, mais il est vraiment féroce comme un commandant militaire. Et lui ici, c'est Winston Churchill. Il est devenu la première ministre de la Grande-Bretagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est lui, vraiment, le personnage le plus reconnu de l'effort de la guerre de la Grande-Bretagne. Ça, c'est une carte de l'Europe en 1933. Ça veut dire que c'est juste quand Hitler a pris contrôle de l'Allemagne. Vraiment, c'est la même carte qu'on a vue après la Première Guerre mondiale parce que durant la Grande Dépression, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont fait trop de choses parce qu'on n'a pas assez d'argent ou de nourriture pour faire des autres choses. La première expansion, c'est la région du Rhin, le Rhineland. C'est ça, une des territoires qu'ils ont perdus durant la traité de Versailles. Et en 36, il a il envoie des troupes pour le conquérir. La Grande-Bretagne et la France protestent officiellement, mais c'est seulement ça. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de personnes qui ont fait des résistances à ça. C'est juste, on fait une proteste et c'est ça. 2 années plus tard, ils ont fait un Anschluss avec Autriche. Ça veut dire qu'ils ont juste se réunissent les deux pays
gratuitement. On n'a pas besoin des troupes pour ça. C'est seulement un accord politique entre les deux pays. Et c'est vraiment que l'Autriche, c'est maintenant sous le contrôle de l'Allemagne. Mais comme tu peux le voir, le reste de l'Empire, les Hongrois ont resté seuls. La troisième expansion en 38 aussi, c'est ça, ils ont fait l'argument que ici, dans les régions montagneuses de la Tchécoslovaquie, c'est toutes des personnes qui parlent allemand. C'est toutes des personnes qui sont des Allemands qui sont vraiment trapped en Tchécoslovaquie, sous le dirigeant qui n'aime pas, un dirigeant qui n'aime pas des Allemands et un dirigeant problématique. Donc, c'est ça le territoire que la France et la Grande-Bretagne l'a lui donné. Et c'est vraiment un problème pour Tchécoslovaquie parce qu'ils ont eu des chars d'assaut plus bien faits que l'Allemagne, mais tout le territoire ici, c'est toute leur défense naturelle. Donc après ça, c'est vraiment du flatlands et c'est vraiment difficile à les défendre. Mais s'ils ont eu la chance d'utiliser les montagnes, probablement ça va être une guerre ici pour longtemps. Et ça va être un peu plus différent durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, l'accord de Munich, c'est un traité entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui divise la Tchécoslovaquie en trois parties principales. On donne la région des Sudètes à l'Allemagne. Ça, c'est vraiment la politique d'apaisement ici. Il donne à Hitler ce qu'il veut en espérant qu'éventuellement, il cessera de demander plus des choses et il va juste être content avec le Lebensraum que le Troisième Reich a gagné. Ça, c'est ici Neville Chamberlain. C'est vraiment la seule image fameuse de lui parce qu'il a ici un papier. Il a dit, j'ai la signature de Adolf Hitler ici qui va dire qu'on aura du paix dans nos jours. There will be peace in our day. Ça veut dire que Hitler a signé un contrat qui a dit qu'il veut pas attaquer les autres personnes, il veut pas commencer une guerre, et il veut seulement de la paix maintenant. Évidemment, c'est pas un contrat aussi fort, mais il y a des personnes qui ont des théories qu'à ce temps-là, les Britanniques puis les Français, des personnes ont su que on va avoir une autre guerre, et ils ont juste essayé de buy time pour qu'ils puissent chercher leur armée, leur navire, leur avion, faire des personnes, chercher des personnes pour être des soldats, pour être prêts pour une guerre. Ici, c'est vraiment le premier acte de la Deuxième Guerre mondiale, même qu'on a vu l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, puis on a vu une invasion de la Belgique. Ici, c'est vraiment l'invasion de Pologne. Donc, Allemagne, donc ça veut dire Hitler, puis l'URSS, ça veut dire Stalin, on fait une rencontre pour dire, OK, on veut pas se battre nous deux. We don't want to attack each other. Donc, on va faire un pacte de la non-agression. Ça veut dire que on va pas se battre dans une autre guerre. Et aussi, on va partager la Pologne. Donc, l'Union soviétique a fait une attaque à la côté est de la Pologne. Et l'Allemagne a fait une attaque sur le côté ouest. Et vraiment, la Pologne, il peut pas se battre contre les deux grands pays, puis sauf un avertissement. Donc, ils ont vraiment conquérir la Pologne vraiment, vraiment facilement. C'est le Blitzkrieg qui a commencé la Deuxième Guerre mondiale comme une guerre de mouvement. C'est pas une guerre dans les tranchées comme la Première Guerre mondiale parce que maintenant on a des choses plus vite. On peut bouger plus vite. On peut réagir plus vite. C'est vraiment maintenant une guerre de mouvement. Il inclut l'utilisation de toutes
des groupes de l'armée au même temps. Donc ça veut dire on utilise des avions pour faire des bombardements et pour tomber des obus. Et les divisions blindées, ça veut dire comme des chars d'assaut, des personnes au cheval, pour remporter des succès foudroyants au début de conflit parce que les autres personnes ne sont pas prêts pour l'attaque, le style d'attaque des Allemagnes. Après l'invasion de Pologne, on a eu pas beaucoup, c'est ça nommé la drôle du guerre, parce que on a rien fait. Il n'y a pas de bataille depuis le 3 septembre 1939 et comme c'est le mai, oui, c'est le mai 1940. Ça veut dire que c'est pas un an, mais c'est presque un an de rien. Donc c'est un peu intéressant parce que tout le monde doit être prêt pour faire la guerre. Donc ils ont dû attendre pour faire l'entraînement des troupes, pour la fabrication des choses et la révision des tactiques. La Deuxième Guerre mondiale, c'est différent que la Première parce que pour montrer son indépendance, le Canada attend une semaine. La Grande-Bretagne a fait un appel à la guerre le 3 septembre et on a fait notre réponse le 10 septembre. Et on dit oui, on va être en guerre contre l'Allemagne, mais c'est nous qui avons fait les décisions, pas des autres personnes. Oui, c'est ça, le drôle de guerre, c'est comme, ils ont pensé que c'était un joke parce que il y a rien qui se passe. Oui, ici. Ok, on va parler. Ici, c'est la ligne Maginot. C'est ça, la défense que la France a fait pour que la Première Guerre mondiale ne se répète pas. Ils ont construit une ligne en concrète avec beaucoup de bunkers, beaucoup de mitrailleuses. Et c'est vraiment une ligne fortifiée parce que si l'autre côté doit être ici dans les tranchées, ils vont perdre bien sûr parce que c'est trop difficile pour gagner contre la ligne Maginot dans la même façon que la Première Guerre mondiale. Mais comme tu peux voir, et j'espère que vous vous souvenez, le plan de Schlieffen était une attaque ici, et c'est vraiment pas une place qui est fortement défendue par la France. Donc bien sûr, la ligne Maginot, c'est un échec. Ce qu'ils ont fait, au lieu d'attaquer comme ici toute la ligne, ils ont fait toute leur char d'assaut et toutes des choses sur une petite portion de la ligne. Et après qu'ils l'ont brisé, tu peux être ici dans la région de la France qui est beaucoup moins défendue. Et tu peux vraiment free roam ici pour faire vos attaques. Donc la ligne Maginot n'a pas vraiment arrêté des Allemands, bien sûr. Et c'est vraiment un échec parce que ils ont perdu beaucoup de ressources en fait ça, mais c'est vraiment inutile. Tu peux voir ici les places que les personnes ont attaquées. C'est vraiment intéressant parce que tu peux voir ici, dans la force de la ligne Maginot, il y a presque rien des attaques. Mais ici, on a fait beaucoup et ils ont continué jusqu'à Paris ici. Ils ont coupé la division premier et les Britanniques, comme ici, et ils l'ont forcé au nord jusqu'à Dunkirk. Où il y a un miracle. C'est l'évacuation de soldats alliés, c'est des Britanniques, des Belges, des Français, vers la Grande-Bretagne entre le 26 mai et le 3 juin 1940. Churchill qualifie la situation de désastre militaire et demande le secours à retreat. Des centaines de navires militaires, personnels, commerçants sont venus sauver les soldats. C'est comme une semaine où des personnes ont dû attendre sur la plage, où ils sont vraiment ouverts à le tir des ennemis, mais grâce à le brouillard, le fog,
euh, c'était un peu plus difficile pour les pilotes de juste aller pour tuer des gens. Donc, c'est ça vraiment le miracle. Et avec ça, ils ont utilisé tous les navires qu'ils ont pu, euh, comme des petits bateaux des personnes, euh, toutes des choses qu'ils ont eues pour qu'ils puissent sauver le plus de gens qu'ils peuvent. Il y a un beau film qui s'est fait par Christopher Nolan. C'est pas un film d'action nécessairement, et bien sûr, il y a des choses qui sont pas accurate, mais euh, vraiment, il y a beaucoup des belles scènes avec ça qui peuvent vous montrer comme le sentiment d'être là sur la plage et que tu entends toujours des avions des autres de l'autre côté qui veulent te tuer. C'est ça une image de la film. Donc c'est ici Dunkirk. Donc les personnes ont quitté d'ici pour aller les chercher. Toutes les croisières et des grands bateaux ont été attaqués par des avions parce qu'ils sont plus grands et plus faciles à tirer ou chercher avec un obus. Mais les petits bateaux sont vraiment plus difficiles de le faire. Puis ils sont vraiment des navires des citoyennes. Donc c'est pas des aussi grands cibles que des navires de l'Angleterre lui-même. Ça veut dire que la France a perdu. C'est début avec l'armistice le 22 juin 1940. Ça veut dire que euh, le 10 mai, c'est l'attaque. OK. Puis c'est le 22 juin, c'est la fin de l'attaque. C'est l'armistice. Donc ça veut dire que c'est comme 2 semaines. Donc après toutes ces habiletés de chercher euh, tout leur temps pour chercher les défenses, des autres choses, la France a perdu la Deuxième Guerre mondiale en 2 semaines. Le gouvernement de Vichy demande la collaboration des Français pour persécuter les Juifs. Et c'est lui ici, c'est Marshal Pétain. Il est maintenant le dirigeant de la France. Le gouvernement de Vichy s'est fait en Vichy, bien sûr. Et c'est comme un puppet government d'Adolf Hitler. Et il y a aussi une pénurie de nourriture pour les Français. Ça veut dire que rationing. Il ne peut pas manger ce qu'il veut. Il doit acheter seulement ce que le gouvernement les laisse acheter. C'est lui, Marshal Pétain. Ils ont eu comme un petit problème de culte avec lui, même dans les colonies. Ils ont eu comme son image, ils ont dû prier à lui. C'est vraiment bizarre. Mais maintenant, bien sûr, il est un gars qui attire beaucoup de la haine. C'est lui, à l'autre côté, c'est le général Charles de Gaulle. C'est lui qui est aussi échappé au Grande-Bretagne. Et c'est lui comme le visage de la France. C'est lui, bien sûr, un général dans l'armée, mais c'est lui aussi comme un visage pour des révolutionnaires, des rebels aussi. Donc la France est divisée en beaucoup. Il y a des régions ici qui sont des zones annexées par l'Allemagne, zones rattachées militairement à la Belgique, zones occupées et les zones libres. Les zones occupées, c'est comme c'est dirigé par les Allemands. La zone libre ici, puis Vichy, c'est celui qui est dirigé par Marshal Pétain. La bataille de la Grande-Bretagne, donc après Dunkirk, on a eu une bataille pour un an. Et c'est une attaque entre la Grande-Bretagne puis le Canada, parce qu'on a eu des avions à ce temps-là. Et les Allemands puis les Italiens. L'idée, c'est que on utilise des avions de Dunkirk, qui est vraiment proche. Oui, comme ici, ils sont vraiment proches de l'Angleterre, donc ils peuvent envoyer des avions ici pour faire des attaques, des bombardements.
et il peut retourner avec like one tank of gas. Donc, c'est vraiment une manière d'attaquer les Britanniques sur leur île parce que c'est toujours difficile de faire un assaut sur la mer parce que tu dois envoyer toutes des choses que tu as besoin pour faire une guerre. Et c'est beaucoup, beaucoup des choses. Mais aussi, tu dois faire une attaque de la mer où il n'y a pas vraiment de défense. Tu peux pas creuser des tranchées ou des choses dans la mer. Tu dois juste courir dans l'eau pour faire l'attaque à la plage. Et la plage, c'est vraiment plat. Il n'y a pas beaucoup de choses pour te cacher. Donc, c'est vraiment difficile pour faire une attaque de la marine. Donc, ils ont dû faire des attaques avec des avions. C'est la première bataille de l'histoire menée dans les airs, excuse. Les Canadiens étaient les seuls alliés en Angleterre à posséder un équipement suffisant pour combattre l'armée allemande, parce que beaucoup des autres colonies n'ont pas des avions, n'ont pas des personnes qui sont entraînées pour des avions. Mais pour nous, on a les envoyer des avions parce qu'on peut plus les faire en Canada, puis les envoyer en bateau et des choses comme ça pour qu'on les utilise durant la guerre. Comme j'ai dit, la Luftwaffe, c'est vraiment l'armée de l'air allemande. Euh, Ils ont réussi ces multiples bombardements aériens, mais l'attaque est un échec parce que la Grande-Bretagne n'ont fait pas un surrender. Euh, la Royal Air Force britannique est trop puissant, mais euh, vraiment c'est pas une victoire selon moi, c'est juste une défense. Puis le RAF ont été vraiment proches à la retraite de la guerre parce que originalement les Allemands ont attaqué les cibles militaires et ils ont presque battu le RAF. Oui, bah, ouais. Ça, c'est l'opération Barbarossa ou Barbaros, Operation Redbeard. C'est une opération pour les Allemagnes, pour l'attaque sur la Russie. Bon, comme on a déjà parlé avant la guerre, il y a comme un accord entre Allemagne, euh, il y a un accord entre Allemagne et la Russie qui ne font pas des attaques l'un contre l'autre. Ils ont partagé la Pologne. Mais le problème, c'est que les deux côtés n'ont pas beaucoup de confiance l'un vers l'autre. Donc, c'est vraiment un problème parce que euh, si Allemagne a laissé leurs frontières vides, euh, ils ont vraiment, vraiment peur d'une attaque de la Russie. Donc, ils ont dit, OK, c'est mieux si on fait l'attaque en premier parce que la Russie ne sera pas prête. Donc, elle a commencé en juin 1941. Il y a trois villes principales qui sont les plus importantes selon le plan d'attaque. C'est Leningrad au nord parce qu'il y a accès à de l'eau. Euh, Moscou et Stalingrad sont comme les trois villes les plus importantes. Et ils ont dit s'ils peuvent prendre les trois villes, euh, il n'y aura pas des difficultés pour prendre tout le pays. Ils brisent le pacte de non-agression que j'ai parlé. Euh, et tu peux regarder ici encore leur plan d'attaque ici. C'était un échec, bien sûr. Et c'est parce que les Allemands n'étaient pas préparés pour l'hiver russe. Comme l'armée de Napoléon, ils ont eu beaucoup de difficultés parce que la Russie, il y a beaucoup de terrain et c'est difficile à déménager comme il faut, à bouger, à envoyer des choses qu'on a besoin pour les guerres, des choses comme ça. Euh, sont des combats terrestres auxquels l'armée allemande n'était pas habituée. C'est pas comme les autres frontières, les autres batailles qu'ils ont eues. Euh,
les Russes, on a beaucoup plus des hommes et beaucoup plus des défenses. Parce que, bien sûr, ce sont les défenseurs. Ils peuvent cacher dans leur ville et utiliser des choses qui sont déjà là pour les défenses. Euh, Ils ont fait aussi les Russes ont fait une stratégie de scorched earth. Donc ils ont brûlé tous la nourriture, toutes les arbres, toutes les choses qui peuvent être utilisées par les Allemands. Ils l'ont brûlé avant la retraite. Euh, et on doit parler un peu au moins de la guerre dans le Pacifique. Pearl Harbor, c'est une attaque surprise des Japonais. Vraiment, ils ont envoyé un message pour faire une déclaration de la guerre à les États-Unis, mais la personne qui l'a reçu n'a pas vraiment compris qu'est-ce qui se passe parce que c'est écrit en japonais, bien sûr. Euh, donc, selon les Américains, c'était pas un acte de guerre, c'était une attaque inégale. Et c'est avec ça, avec toute la destruction, toutes les explosions dans Pearl Harbor, qui est une petite île proche de Hawaï, c'est dans le milieu de l'océan Pacifique. Euh, les États-Unis sont entrés dans la guerre. La bataille de Hong Kong, il y a des Canadiens qui sont là aussi que des autres personnes de l'Empire britannique. Euh, euh, comme les Indiens qui sont pas vraiment bien entraînés. Mais ils ont résisté pendant 17 jours. Euh, mais il y a 3 fois des Japonais que des soldats britanniques. Donc, ils ont perdu et il y a beaucoup des atroces qui ont été découlés après la bataille de Hong Kong. Ce sont des prisonniers enfermés dans les camps de travail. Euh, on a fait ça aussi avec des prisonniers des autres personnes, mais c'était vraiment une vie dans des conditions les plus dures parce que euh, ils n'ont pas vraiment donné de la nourriture, ils ont beaucoup les utilisés et les abusés euh, dans les camps. Donc, c'est ça la différence. Et il y a beaucoup de personnes, ils ressemblent comme des squelettes parce qu'ils n'ont pas vraiment bien mangé il y a comme 3-4 ans. Ça, c'est quelques images ici. On peut regarder des personnes tu peux regarder toutes leurs os, ici, other bones. C'est des personnes difficiles. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de personnes qui sont abusées physiquement. OK. Ici, on a une révision des personnages importants. Ça, c'est Adolf Hitler, bien sûr. Euh, Neville Chamberlain. C'est Marshal Pétain. Joseph Stalin. Hirohito, du Japon, la Russie, de la France, William Lyon Mackenzie King de Canada, Peter Mussolini de Italie, Charles de Gaulle, c'est le général de l'armée française, et puis Winston Churchill, c'est lui le premier ministre de la Grande-Bretagne à ce temps-là. Vraiment, 1942, c'est comme la place la plus pire dans la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'à ce temps-là, euh, les, les Allemands puis leurs amis ont presque eu tout la contrôle d'Europe à ce temps-là. On peut regarder la carte ici. Vraiment, il y a beaucoup de rouge, beaucoup de... Ben, c'est presque rouge pour l'Italie, mais presque toute l'Europe, c'est rouge. Et il y a beaucoup de la territoire russe ici qui c'est dans les mains des Allemands. Et à ce temps-là, le Japon ont fait une invasion de la Corée, de la Mandchourie, beaucoup de la Chine, beaucoup des pays ici, juste au nord d'Australie. Et ils ont vraiment fait des menaces, des vraies menaces à l'Australie. Oh, excuse. Donc, à ce temps-là, Joseph Stalin a fait un appel à Winston Churchill. Il a dit on a besoin d'une attaque à la côté ouest d'Allemagne parce que maintenant, il n'y a pas des troupes ici. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille parce que toutes les personnes sont en Grande-Bretagne sur une autre île.
Donc, il y a beaucoup de troupes ici. Et c'est vraiment difficile pour l'Union soviétique parce que ils ne sont pas aussi puissants pour se combattre contre l'armée entière des Allemands puis leurs alliés. Donc, on a dit, OK, on a besoin de faire une attaque ici sur la côte Paris parce qu'on a besoin encore des troupes en France et des troupes qui sont à pied en Europe propre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une raid sur la plage de Dieppe. Euh, c'est le raid le plus important de la Deuxième Guerre mondiale parce que sans ça, on n'a pas des idées aussi refined pour, euh, pour le jour J au D-Day. L'idée ici, c'est de regagner des territoires dans la France et pour donner un relief à l'Union soviétique à l'autre côté, comme dans la Première Guerre mondiale. Mais il y a beaucoup de personnes mortes et c'est vraiment un désastre parce que on n'a pas fait aussi de communication entre des forces aériennes puis des forces navales. Et c'est vraiment beaucoup des Allemands qui sont là sur la plage avec des mitrailleuses et c'est des bateaux qui juste faire ouvert leurs gens à la destruction des Allemands, des Allemandes. Excuse. Il y a une campagne en Italie en 1983. Ça, c'est comme le commencement, le début euh, de la vraie puissance des Alliés. Euh, le Canada, on fait une attaque ici en Italie. On a commencé ici pour conquérir ce petit île et après ça, c'est comme ville à ville à ville. Et c'est vraiment difficile parce que, comme tu peux le voir ici, c'est beaucoup des combats dans les rues des villes. Et c'est vraiment différent que la Première Guerre mondiale parce qu'on a seulement fait des batailles dans les tranchées. Puis les Canadiens ont vraiment euh, dû changer leur tactique et ils ont fait une nouvelle manière de faire la guerre dans les rues. Et même que les Italiens ont été fatigués de la guerre puis de Benito Mussolini, ils n'ont pas eu la même motivation, le même niveau de motivation que nos troupes canadiennes. Donc, ils ont gagné tout le territoire ici. Et après ça, des personnes ont vraiment euh, sont vraiment heureux de voir les Canadiens parce qu'ils détestent Mussolini. Euh, Ici, c'est Ortona, donc c'est Sicily puis Ortona, les deux les plus importants pour Canada. Euh, mais c'est difficile parce que c'est vraiment des villes qui ont des murs, euh, qui ont des forteresses parce que c'est ça la façon qu'ils ont fait la ville. Et aussi, c'est vraiment impossible d'utiliser des chars d'assaut. Et si tu peux pas utiliser des chars d'assaut, c'est beaucoup plus difficile pour gagner du territoire ou gagner une ville des personnes qui vont le défoncer. OK, Georgie, c'est probablement la bataille la plus connue de la Deuxième Guerre mondiale. J'espère que vous avez déjà entendu ces mots-là. C'est le 6 juin 1944. Les Alliés ont appris, merci Dieu, de leur erreur sur Dieppe. Donc, oui, ils ont perdu beaucoup de dégâts durant ça, mais ils ont aussi... euh, c'est un succès, c'est pas un échec. Les Canadiens sont surtout sur la plage de Juno en Normandie. Il y a 5 plages, deux pour les Britanniques, deux pour les Américains et un pour nous. Et pour nous, c'est Juno. Euh, on a fait beaucoup de choses pour donner des fausses informations à les Allemands pour qu'ils ne sont pas prêts pour l'attaque. Il y a plus qu'1 million de soldats alliés pour reprendre la France. Et aussi, c'est encore, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'attaque de la mer la plus grande qui a été faite dans le monde. Il y a beaucoup de personnes, on a perdu 300 personnes, avec 700 blessés, mais on a pris contrôle de la plage et
on a repoussé la contre-attaque des Allemands après, et c'est vraiment la seule armée alliée qui ont réussi dans leur tâche. Ça, c'est des images. Il y a quelques-uns qui sont vrais, quelques-uns qui sont des films. Euh, Dans la scène de Saving Private Ryan, jusqu'au début de la film, il y a vraiment une belle scène avec ça. C'est avec, bien sûr, c'est avec les Américains sur Omaha Beach, mais c'est la même style d'attaque, c'est la même atmosphère que tu vas trouver sur la plage de Juneau. C'est un peu graphique, mais c'est parce que c'est vraiment réaliste. Ça, c'est un exemple de toutes les attaques ici. On a été ici sous, sous les Britanniques, mais tu peux voir le petit drapeau ici, c'est le Red Ensign. C'est le drapeau que j'ai dans ma salle de classe. Et c'est nous ici sur Juno Beach. L'idée, c'est qu'on doit chercher des plages. Après ça, c'est Saint-Lô et Cayenne. C'est ça les deux villes principales qu'on doit chercher. Et après ça, c'est ici à la falaise, parce que c'est ici des, euh, la force de l'armée allemande. C'est D-Day, oui. Euh, pour les Canadiens, comme tu peux voir ici, on est allé au nord, dans le pays bas, Netherlands. Et c'est nous, c'est les Canadiens qui ont fait la libération de la Hollande. C'est en mars 1985, 45, excuse. Donc, ça veut dire qu'elle a nous pris beaucoup de temps pour faire ça, mais on l'a fait quand même. C'est ça qu'il y a beaucoup de bonnes relations entre les Pays-Bas et le Canada. Juste une petite histoire. Quand les Allemands ont menacé et ont pris Hollande, Hollande ont envoyé leur famille royale ici en Canada, leur famille royale ici en Canada. Et il y a un problème parce que la princesse était enceinte à ce temps-là. She was pregnant. Donc, ce qu'on a fait, parce qu'il y a des règles, si tu n'es pas né sur le territoire de Hollande, et tu es un membre de la famille royale, tu peux pas chercher la trône. So you can't become the leader of the country. Donc, ce qu'on a fait, on a baptisé un petit coin de notre hôpital ici, d'être une portion de la Hollande pour que le petit bébé peut éventuellement chercher la trône. Et pour ça, c'est ça qu'ils ont nous envoyé des tulipes chaque année. Et c'est ça l'origine de la Tulip Festival ici en Ottawa. Donc, à ce temps-là, il y a beaucoup de personnes en Hollande, même aujourd'hui, qui aiment les Canadiens parce qu'ils se souviennent. Ouais, c'est ça. C'est des personnes qui sont heureux d'être libérées des Allemands. Oui, puis c'est ça, le tulip ici. OK. Après ça, il n'y a pas beaucoup de défense pour l'Allemagne parce que ils ont vraiment utilisé beaucoup des ressources, beaucoup des hommes déjà. Donc, ils n'ont pas aussi, sont pas aussi puissants pour repousser les attaques. Donc, c'est vraiment une marche à Berlin. L'Union soviétique sont les premières à se rendre à Berlin. Euh, ils, ils ont coûté beaucoup en des hommes et des ressources, mais ils l'ont fait vraiment une pousse après la bataille de Stalingrad puis Moscou parce que l'Allemagne a perdu ces deux batailles-là. Ils l'ont repoussé jusqu'à Berlin. Euh, oui, 80% des pertes allemandes des personnes vient de la front de l'Est contre les Russes. Donc, vraiment, les Alliés de la côté de l'Ouest n'ont pas tué beaucoup de gens. Ils vont les capturer, mais pour les Russes, ils ont souffrir beaucoup des problèmes. Donc, ils ont dit, OK, on doit tous les tuer. Benito Mussolini est éventuellement capturé et exécuté par son peuple. Il a été pendu et son corps a été montré comme ça dans un quartier en Rome. Il y a beaucoup de personnes qui se crachaient, they spit on him, they burned him.
il n'y a pas beaucoup de respect pour Mussolini, même avec des Italiens à ce temps-là. Ça, c'est les derniers jours de la guerre en Europe. Hitler se fait suicider dans son bunker avec une pistole le 30 avril avec son époux. Épouse, excuse. Il n'est pas. Ouais. Il a une femme, c'est Eva Braun, c'est ça son nom. Et ils ont fait comme une petite défense de Berlin, mais c'est avec des jeunes gens et avec des vieillards, old people. Donc, c'est pas des soldats, c'est comme les last desperate acts de l'armée allemande. Après ça, le Japon ont continué à se battre contre les pays. Euh, ils ont fait encore des attaques à des autres pays asiatiques, puis des pays de l'Indonésie ici. Et c'est ça un des problèmes de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'ils ont besoin d'une nouvelle arme pour gagner la guerre contre les Japonais. So, l'idée vient d'Albert Einstein, qui en 1939 prévient les Américains que les Allemands travaillaient sur un instrument de destruction de masse, Weapons of Mass Destruction. Il a dit que, parce que lui, il est un juif qui vient d'Europe, il a dit que les Allemands ont des scientifiques qui vont travailler sur des bombes sur une grande échelle, un big scale. Et c'est avec ça qu'on doit ici en Amérique chercher quelque chose pour le combattre. Président Roosevelt crée alors le projet de Manhattan. Et parce que lui est mort, c'est Président Truman qui a décidé d'utiliser la bombe atomique pour terminer la guerre du Pacifique. Ils ont fait une attaque sur Hiroshima. C'est une ville avec des citoyennes, c'est pas une ville militaire. Et c'est le 6 août. Et c'est la première bombe atomique. Il y a 1040, excuse, 140 000 morts. C'est des citoyens qui ne sont pas des soldats, c'est des personnes qui n'ont pas quelque chose à faire avec la guerre. La deuxième, ils ont donné 3 jours pour faire une surrender, et après ça, ils ont fait encore à Nagasaki. C'est la deuxième bombe atomique. Mais le problème, c'est que Nagasaki, c'est beaucoup plus pire. Hiroshima, c'est comme sur une plaine. Donc, l'explosion, comme ça, tu peux. Le radiation, the radiation, peut bouger. Okay? Il ne reste pas dans la ville, donc il peut se déplacer dans le pays, dans l'air. Donc, c'est beaucoup moins dangereux qu'en Nagasaki, qui c'est une vallée entre des montagnes. Donc, on a fait l'explosion originale, puis la radiation est revenue à des personnes qui ne sont pas mortes de l'explosion lui propre. Il y a beaucoup de destruction, comme tu peux voir ici. Beaucoup de morts, beaucoup de personnes blessées. Et à cause de ces 2 bombes-là, le 15 août, les Japon capitulent. They surrendered. Oui, ça c'est des images graphiques. Ça c'est une vidéo que tu peux regarder. Et après tout ça, c'est le retour à la paix. Plus de 62 millions de personnes sont mortes durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis la majorité sont des civiliens, sont des citoyennes, citizens. C'est le début de la suprématie du monde par les États-Unis et l'Union soviétique dans la guerre froide. Parce que on n'a pas eu vraiment de la paix. C'est pas comme une coopération entre les États-Unis et l'Union soviétique, c'était une compétition. Donc, la guerre froide a commencé vraiment immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pas une guerre chaude, comme on dit. Donc, c'est pas une guerre avec comme des batailles comme le jour J, des choses comme ça. C'est une guerre froide de la subversion avec beaucoup d'espions et des personnes qui veulent voler les secrets de l'autre côté. Pour moi, ça c'est une chart ici aussi fou.
Il nous montrait toutes les personnes qui sont mortes durant la Deuxième Guerre mondiale. Comme tu peux voir ici, les morts militaires, ça veut dire que c'est des soldats en rouge. C'est en millions. OK? Donc, tu peux regarder tous les petits rouges ici. Toutes les personnes qui ont perdu des soldats. C'est en des millions de personnes en rouge. Et en orange, c'est des morts civiles. Ça veut dire que ce sont toutes des personnes, des citoyens qui ne sont pas des soldats. Donc, tu peux regarder en Chine, et on n'a pas vraiment parlé de Chine, parce que c'est une cour d'histoire de Canada. Euh, c'est ici, il y a des soldats qui sont morts, c'est presque 4 millions, mais il y a, ça ouais, c'est 16. C'est 13 millions de personnes qui sont mortes, qui sont des civils. Euh, c'est fou, c'est vraiment des numéros différents de la Première Guerre mondiale parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est une guerre de mouvement. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup des attaques qui sont dans les villes. On a eu des camps de concentration, on a eu des camps de travail, on a eu des attaques sur les villes et des choses comme ça qui ont vraiment laissé beaucoup de personnes mortes ou blessées ou n'importe quoi. Euh, la guerre au Canada, donc maintenant on va parler de qu'est-ce qui s'est passé en Canada. Euh, le Canada est devenu un pays riche euh, parce qu'on a fabriqué beaucoup des choses après la Première Guerre mondiale qu'on peut vendre à des personnes. Euh, et nous, puis les États-Unis, on sont vraiment maintenant comme des amis. En avant, on a eu beaucoup de peur à propos des États-Unis parce qu'on a pensé qu'ils nous ont va envahir. Mais maintenant, nous sommes des amis, on fait des échanges, on fait des choses comme ça. Euh, encore, c'est difficile parce que le Québec, c'est une province qui est en train d'avoir une crise d'identité. Il y a des personnes qui veulent pousser plus anglais, des personnes qui veulent rester en français. C'est Maurice Duplessis. Lui, c'est le premier ministre de Québec à ce temps-là. Euh, on va lui parler après la guerre. Euh, ça, c'est bien sûr William Lyon Mackenzie King. C'est lui le premier ministre du Canada à ce temps-là. Ça, c'est Maurice Duplessis. Euh, L'économie, on a fait presque la même chose. On a fait comme des bons de victoire ou des obligations de la victoire euh, pour donner l'argent à le gouvernement pour qu'il puisse le dépenser sur la guerre et après, il va nous donner plus d'argent qu'on allait lui donner. On a des rations, on ne peut pas manger ou acheter ce qu'on veut. S'ils sont des matériaux et des choses qu'on a besoin pour la guerre, on doit les utiliser seulement un peu ou même not at all. Euh, Après 10 ans de dépression, les Canadiens étaient habitués de vivre avec peu. Donc, c'est un peu plus comme business as usual parce qu'on a déjà vécu une décennie de vivre comme ça. Donc, on a déjà su ce qu'on doit faire, ce qu'on doit utiliser, euh, comment vivre sans des choses qu'on a besoin. Encore seulement 2 années dans la guerre, on a besoin encore des travailleurs. Donc, on a fait la même chose. On a dit, OK, on a besoin des femmes célibataires, single women. Mais après ça, on a besoin plus des personnes. Donc, on a dit, OK, toutes les femmes. On a besoin toutes des femmes qui sont capables, puis qui peuvent travailler dans les usines, travailler sur les fermes, travailler n'importe où, parce qu'on a besoin des manœuvriers. We need workers. Euh, oui, c'est ça encore qu'après la guerre, les femmes vont augmenter leurs droits encore. Euh, Bien sûr, ils ont eu déjà la vote. On a parlé de ça dans la Première Guerre mondiale, mais euh, ils ont gagné beaucoup plus de l'équilibre après la guerre à cause de ça.
C'est ça. Ben, c'est comme un petit blague. Les femmes sont pas des soldats, mais ils fabriquaient des armes. Euh, on a beaucoup de problèmes avec des Japonais ici en Canada durant ce temps-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur qu'il y a comme des espions, des soldats, des personnes qui sont ici pour attaquer le Canada. Il y a beaucoup de personnes japonaises en la Colombie-Britannique, bien sûr, parce que la Colombie-Britannique, c'est la province la plus proche au Japon. On a fait beaucoup de la discrimination et la persécution de la gouvernement, mais des personnes normales aussi. OK? On a fait des camps, comme tu peux regarder ici avec tous les hommes, des camps de travail. On a pris des personnes, on a pris toutes leurs choses. Et le gouvernement l'ont vendu, l'ont utilisé, l'ont n'importe quoi, ce qu'ils ont besoin. Et on a fait toutes des familles japonaises dans les camps d'internement. On n'a pas, like, c'est pas une camp de concentration comme en Allemagne, mais ils ont dû faire beaucoup de travail pour, euh, pour comme 10 sous et ils ont donné toute la nourriture. Ils n'ont pas le droit d'avoir des choses. Donc, c'est vraiment une temps difficile pour les Japonais en Canada. On a parlé, oui, au début de la guerre, William Lyon Mackenzie King a dit conscription if necessary, but not necessarily conscription. Lui, c'est un gars qui veut pas briser his promises. Didn't want to break his promises, so he wouldn't really make promises, as you can see from the way he's worded this. Il savait que la conscription est vraiment détestée et c'est difficile pour l'unité nationale. Alors, il a créé la loi sur la mobilisation des ressources nationales pour que le gouvernement peut dire, OK, tu fabriques du bois, on a besoin de ça, donc on peut te dire qu'est-ce que tu dois faire avec ton produit. Ton produit. Donc, si on dit, OK, on va les acheter à ce prix-là, c'est ça que tu dois faire. Tu n'as pas le droit de les vendre à Johnny jusqu'à l'autre côté pour plus d'argent. On va les acheter. Et c'est ça, c'est un ordre, c'est pas une demande. Donc, elle a dit, OK, pour la conscription, on doit faire un référendum, mais le vrai problème, c'est que même avec un référendum, comme elle a fait à ce temps-là, c'est seulement Québec qui veut dire non. C'est le même qu'avant, mais s'il le donne un référendum, il peut dire que c'est ça la volonté de la peuple et c'est pas la volonté de William Lyon Mackenzie King. Comme tu vas voir, yes, 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 no, yes, yes, yes. Ouais. Donc, Québec, oui, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont dit non dans ces provinces, mais ce sont des majorités de yes. En Québec, c'est non, c'est contre et c'est pour 72% de la population. On dit non. Après, ça c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale et c'est le début de la guerre froide. On va parler de ça bien sûr plus tard et c'est vraiment la menace de la communisme au Canada.